Bienvenue dans Ticosé. Aujourd'hui, je reçois Canel Louisie Gabriel, une jeune femme curieuse et engagée. Canel est étudiante en journalisme, originaire de Nouvelle-Calédonie. Elle quitte son île en 2022 pour venir poursuivre ses études en Hexagone. Et très vite, elle s'aperçoit d'une chose, son territoire, son histoire, sa culture était très souvent invisibilisée ou invisible ou réduite à des clichés. Face à cela, Canel a décidé de questionner les représentations, de déconstruire les regards qu'on porte sur l'outre-mer et surtout de redonner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas assez. Inspirée par la pensée de Bell Hooks, elle croit profondément que la culture et les récits sont des espaces de lutte essentiels. C'est d'ailleurs ce qui l'a amenée à créer son podcast Quête. Bienvenue, Canel, dans Ticosé. Bonjour. Donc Canel, tu es de la Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est Pourtant, ça. ton nom de famille sonne un petit peu martiniquais, plutôt martiniquais. Donc, est-ce que tu es uniquement calédonienne ou alors tu es métisse Non, mon grand-père est martiniquais, du coup. Il a quitté la Martinique quand il avait 18 ans pour faire la guerre d'Indochine et il a été démobilisé en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Donc, ton grand-père est martiniquais. Oui, c'est ça. Et du côté de ta mère? Ma mère, elle est descendante de bannières corse, du côté de son père, et de travailleurs engagés venus d'Asie, donc indonésiens et vietnamiens du côté de sa mère. D'accord, comme quoi, en Nouvelle-Calédonie, il y a un Ouais, sacré brassage. Toutes les communautés, presque. D'accord. Et toi, tu es née là-bas? Oui, je suis née là-bas. D'accord. Et donc, quand tu arrives à Paris en 2022, comment ça se passe? Comment tu t'adaptes? Quand je suis partie, j'avais très très hâte de partir. Pourquoi? En France, je voulais continuer mes études parce qu'il n'y a pas d'école de journalisme en Nouvelle-Calédonie et je ressentais aussi que je ressentais le climat assez lourd. C'est difficile, j'ai l'impression quand tu es une jeune femme de t'épanouir en Nouvelle-Calédonie. Peut-être on en reparlera plus tard parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire et je veux pas stigmatiser non plus en disant que la Calédonie est plus sexiste que l'Hexagone et tout, oui, tout à fait. Mais bien sûr, mais tu avais envie de voir autre chose. Voilà, j'avais envie de voir autre chose, de poursuivre mes études et du coup je pense que quand on part déjà on vient d'un territoire qui est à 17 000 km de l'Hexagone, tu sais que tu vas pas revenir tout de suite et tu intériorises cette situation là et tout de suite tu te dis je vais m'adapter. Donc je me rappelle quand je suis arrivée en plus à Paris, d'avoir l'impression que tout était plus, pas superficiel, mais que l'apparence comptait vraiment beaucoup. Donc j'ai tout de suite essayé de me fondre dans la masse, que ce soit le style vestimentaire, la façon de parler, pour rentrer en fait dans le bain, parce que même si j'avais des amis calédoniens, t'es quand même, on est peu quoi. Et donc, tu dis justement dans ton podcast que tu trouves que la Nouvelle-Calédonie était sous-représentée ou pas du tout représentée, en tout cas invisible dans le paysage audiovisuel, dans les événements. Quel choc ça te fait? Parce qu'en fait, la Nouvelle-Calédonie, on n'en parle pas beaucoup. Donc, pourquoi tu ressens ça? Qu'est-ce qui fait que tu ressens ça? C'est vrai que je suis arrivée du coup en école de journalisme directement et à chaque fois qu'on devait traiter de sujets, j'avais tout le temps qu'envie de parler de l'outre-mer parce qu'en fait j'avais l'impression que je me sentais pas du tout identifiée, représentée dans d'autres sujets et qu'on n'en parlait pas et j'avais envie que de parler de ça en fait et c'est là que je me suis dit il y a peut-être un truc, en tout cas ici je me sens pas forcément exister et c'est vrai que même avec mes camarades ou avec des personnes que je rencontrais, la Nouvelle-Calédonie, certains ils savaient à peu près où c'était, mais vraiment que ce soit la situation politique ou autre, même certains ne savaient même pas que la Calédonie était française et ça te fait aussi un choc parce que quand tu es en Nouvelle-Calédonie aussi avec la situation politique qu'on a, on a vraiment ce truc de même les politiques d'Hexagone qui viennent, on aime la Nouvelle-Calédonie, la Calédonie c'est français et tout, mais tu arrives en Hexagone. Et il y en a qui ne savent pas que c'est français. Ils ne savent pas que c'est français et tu ne te sens pas non plus valorisé ni considéré. Donc, on est en mode, est-ce qu'on est vraiment français? Enfin, est-ce que... Voilà, quoi. C'est ce que j'ai ressenti. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais contre ça? C'est-à-dire que quand tu arrives en école de journalisme et que tu te rends compte qu'ils ne savent pas que la Nouvelle-Calédonie, c'est français, on n'en parle pas, ce n'est pas un sujet traité, quelle est ton attitude? Au début, je ne sais pas forcément conscientiser, mais c'est vraiment que, comme je te le disais, j'ai envie que de traiter dessus. À chaque fois qu'on doit faire un exercice, je traite de sujets ultramarins. J'ai envie de parler de ça, en fait. Et parce que, je m'identifie et je me sens plus représentée. Et surtout, je me dis, mais
quand je lis certains médias, j'ai pas l'impression que la façon dont ils traitent de nos problématiques, que c'est vraiment, enfin, il y a un biais. Que c'est la vérité. Ouais, voilà, il y a souvent un peu d'ignorance lorsqu'ils traitent de Quand nous. tu proposes ces sujets, quand tu es à l'école, ils sont acceptés? Ouais, ils sont acceptés, mais c'est pas intéressant. Ouais. Enfin, des fois oui, des fois ils disent ah super, et des fois bon bah en tout cas, mais certains profs comprenaient que c'était intéressant et trouvaient ça bien, mais c'est vrai que c'était plutôt mes camarades qui étaient en mode un peu cette blague de ouais bon de toute façon elle va parler de l'outre-mer, elle c'est l'outre-mer, elle c'est, et eux bah ça leur donnait pas non plus envie de s'emparer de ces sujets, donc c'est un peu comme à l'Assemblée nationale quand il y a des sujets ultramarins, les autres collègues députés bah ils sont pas dans l'hémicycle. Hein. Ouais, alors que pourtant bah je sais pas, ça les concerne aussi si on est français. Si demain tu étais une journaliste sur un média important en Hexagone, qu'est-ce que tu ferais? C'est-à-dire quel sujet je traiterais ou qu'est-ce que tu ferais pour permettre plus de visibilité à ces territoires français dont on ne parle pas, et surtout que pas mal de Français ne savent pas que ce sont des territoires français? Je pense que je continuerai cette même continuité, ou d'essayer à chaque fois d'amener ces sujets-là. Même dans la rédaction où je suis actuellement, j'essaye tout le temps de parler, de mettre sur la table des sujets ultramarins. Tu regardes les médias ici, en France hexagonale? J'en suis certain. Parce qu'il y a des journalistes des Outre-mer sur des médias. Est-ce que tu trouves qu'ils traitent des sujets il y a C'est pas si loin, du coup. J'aime bien les reportages qu'ils font. Et je trouve que c'est vrai qu'il y a de plus en plus, même de médias nationaux, qui essayent de s'emparer de ces sujets-là. Ça devient un petit peu le truc intéressant. Et j'ai l'impression aussi, pas trendy, mais j'ai l'impression que ça part aussi un petit peu dans ce truc de... Parler de l'outre-mer aussi, c'est bien vu parce qu'on n'en parlait pas avant, et maintenant il y a un petit peu plus de lumière sur nous, donc c'est le sujet à s'emparer aussi. Et tu disais justement, quand on s'est rencontrés, que la Nouvelle-Calédonie était un peu stigmatisée, ou alors c'était très cliché. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu as trouvé stigmatisant dans ce qui était dit sur la Nouvelle-Calédonie en France hexagonale? Je pense que c'est un petit peu les mêmes trucs qu'on retrouve dans tous les territoires insulaires d'outre-mer. C'est vraiment cette idée des vacances, de la carte postale. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'hexagonaux que je rencontre. Quand je leur dis que je viens de Nouvelle-Calédonie, ils sont en mode « mais pourquoi t'as quitté la Nouvelle-Calédonie ?» Enfin, je veux dire, c'est trop beau et tout. Enfin, oui, ok, mais c'est pas parce qu'il y a le soleil qu'il n'y a pas de problème non plus. Et que si je suis venue ici, c'est pour des raisons professionnelles. C'est pas juste par plaisir. Et pourquoi ce métier de journaliste? Déjà, étrangement, dans ma famille, on m'a toujours dit que j'allais être journaliste parce que depuis petite, j'ai toujours aimé écrire, raconter des histoires. Il y avait ce côté au départ aussi un peu prestigieux, parce que je pense que dans nos familles, souvent il y a ce truc d'ascenseur sociale, de devoir prouver, de devoir essayer de casser le plafond de verre. Et en tout cas, ça, c'était mes raisons quand j'étais plus jeune, d'avoir ce truc-là, que c'était important dans la famille d'avoir un métier assez prestigieux. Et en grandissant aussi, en faisant une licence d'histoire en Nouvelle-Calédonie, en apprenant l'histoire de la colonisation, je me suis dit, mais purée, pourquoi j'ai dû attendre les études supérieures pour connaître cette histoire, qui est super importante, parce qu'il y a encore une continuité, qu'on le veuille ou non, coloniale en Nouvelle-Calédonie, dans certains champs. Pourquoi est-ce que c'est pas médiatisé? Et pour moi, en fait, le journalisme, c'était cet endroit où on peut justement parler de choses qui sont cachées, ou de mettre en lumière certains sujets qui sont marginalisés pour un public large, quoi. Pour toi, quels sont les sujets marginalisés? J'ai l'impression qu'il y en a tellement, de sujets marginalisés. Déjà, juste l'outre-mer et ces réalités justement post-coloniales. On n'en parle jamais, justement. Quelles sont les réalités post-coloniales de la Nouvelle-Calédonie? Un exemple, quelque chose qui pour toi est complètement marginalisé et qu'en France hexagonale, ils ne savent pas et on n'en parle pas dans les médias. Déjà, j'en parlais justement avec un journaliste réunionnais. C'est vrai que dans les médias, notamment hexagonaux, on parle d'identité, mais pas forcément comme nous, on peut le vivre dans nos territoires. Parce que le fait qu'on a cette histoire coloniale, et tout à l'heure, on parlait de mes différents métissages, mais c'est vrai, on est des communautés
où il y a plein d'identités et qui se mélangent et qui font qu'aujourd'hui aussi on traverse tous des crises identitaires. On essaye de se placer quelque part, mais il y a beaucoup de tabous. Justement, notre histoire est taboue, donc aujourd'hui pour se placer, il y a encore plein de non-dits. C'est vrai que j'ai l'impression que les médias hexagonaux ont du mal à comprendre ça et à traiter de ça, de ces identités et notamment des réalités et des imaginaires post-coloniaux qui continuent d'exister chez nous. Et c'est pour ça que dans mon podcast aussi, j'avais trop envie d'en parler, justement de ces imaginaires qui continuent de nous poursuivre et dont on ne parle pas forcément. Par exemple, là, je vais sortir un épisode, j'espère, normalement sur la misogynie noire dans le Pacifique. Et c'est quelque chose, par exemple, chez nous, dont on ne parlait jamais, en fait. Ce n'est pas forcément reconnu. Alors que oui, si, il y a énormément de racisme contre les femmes noires et contre les femmes noires kanak. En Nouvelle-Calédonie. Ouais. Donc le racisme existe à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, entre communautés, entre carnations, etc. Il y a un vrai racisme. Ouais, il y a du et ça, tu vas en parler. Oui, j'ai envie d'en parler parce que c'est vrai que c'est pas comme aux Antilles où il y avait la goutte de sang blanc et que c'était vraiment inscrit même dans la législation. Mais en Nouvelle-Calédonie, la colonisation a fait que oui, il y a énormément de colorisme et que quand tu es une femme noire, tu peux pas forcément... tu te sens pas libre de tout et on te fait sentir que tu n'es pas libre de tout. Tu as un plafond de verre. Oui. Voilà. Parce que tu es noire. Ouais, et notamment dans la conception qu'on peut avoir de la beauté. Voilà. Où on parle jamais de beauté kanak, on met jamais en valeur en fait les femmes kanak qui sont noires de peau. Et même dans ma génération, parce que j'en parle à ma mère et du coup elle est en mode mais attends, mais toi aussi dans ta génération ça continue. Bah oui. Parce qu'on n'en parle jamais, quoi. C'est quelque chose de tellement tabou, même de parler du racisme. Enfin, il existe tous les jours, mais c'est même comme ici en Hexagone. Mais ici, il y a plus de représentation et il y a plus même de médias qui en parlent. Et de lutte, d'associations, de collectifs qui ne sont pas présents, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Et voilà, donc il n'y a pas de visibilisation sur ces sujets-là. Sur ces sujets. Et il y a aussi cette discrimination sur le cheveu ? Oui. Je pense vraiment, ouais, justement le mouvement un petit peu nappy qu'il peut avoir notamment aux Antilles et aux États-Unis, bah ouais. Il n'y a pas chez nous et encore là ça commence un petit peu parce que justement il y a plus de représentation sur les réseaux sociaux et c'est trop bien. Et moi je sais qu'il y a encore dans ma génération on disait toujours la même chose, quoi. Les cheveux crépus c'est pas beau, il faut avoir les cheveux plaqués, l'afro, enfin il y a personne qui mettait des afros, on va dire que c'est une touffe, c'est pas beau, c'est pas. Et encore aujourd'hui chez mes amis ou ma famille ils vont dire ça, on va dire elle a laissé sa touffe. Tu vois, c'est pas encore assez visibilisé ou valorisé. Mais de plus en plus, ça commence à l'être. Notamment, j'ai une amie qui est rentrée en Nouvelle-Calédonie et qui a ouvert son salon de coiffure et qui fait pas mal du coup de nattes et qui valorise beaucoup justement les femmes kanak à travers son entreprise. Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que les Kanaks utilisent les réseaux sociaux pour faire des podcasts comme tu le fais, pour parler justement, est-ce que tu dis qu'on n'en parle pas, comme ça les gens n'en parlent pas, c'est tabou, mais est-ce que cette génération, la génération comme toi, elle crée des plateformes comme ça pour en parler ? De plus en plus, en tout cas je sais, mais je pense que peut-être que je me trompe sur le nom, mais il y a Café Mélanésien, qui justement, ce sont des femmes kanak qui parlent des problématiques auxquelles les femmes kanak peuvent être confrontées, mais c'est par exemple le seul podcast ou média que j'ai pu voir sur le sujet. Mais j'en vois pas forcément d'autres, notamment qui parlent de ces discriminations, du racisme ou que la communauté kanak peut connaître. Alors tu dis aussi, tu m'as dit que tu t'inspirais beaucoup de la pensée de Bell Hooks. Donc c'est une pensée qui t'inspire. Alors comment ces idées influencent-elles ta manière d'œuvrer justement pour mettre en lumière toutes ces causes dont tu viens de me parler ? Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, je me sentais un petit peu déprimée, découragée sur le fait que j'avais l'impression que oui, parce que j'ai envie que mon podcast ait vraiment un impact positif. Après, je sais que je ne suis pas un super-héros et que ça serait même prétentieux de penser que je peux changer. Mais je me disais tu peux être un colibri. Chacun fait sa part et tu peux faire ta part et commencer. Et puis après, les autres Calédoniens, les femmes calédoniennes vont suivre. Mais il faut démarrer. Oui, c'est ce que j'espère aussi et rencontrer d'autres personnes aussi pour faire comme le colibri. Et c'est vrai que du coup, moi,
j'aime beaucoup parler des représentations et de l'identité et des imaginaires, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, en fait. Et je me demandais justement ces dernières semaines, mais est-ce que ça sert vraiment ce que je fais ? Est-ce que ça va vraiment changer les choses ? Et en fait, en relisant Bell Hooks, c'est notamment son livre, là, je suis sur son livre en ce moment, qui est Culture insurgée, où elle parle justement de la culture et du personnel en tant qu'espace de lutte politique. Ça m'a... Ça t'a redonné, ça t'a repunché, enfin je veux dire, ça t'a redonné envie de faire ça, ça t'a donné envie de continuer. Ouais, et aussi de rester sur sa ligne conductrice qui est que il faut changer les représentations pour changer le reste, même les institutions en fait. Ça passe par là. De comment on est représenté, c'est comment on nous prend au sérieux aussi, nos revendications, comment nos revendications elles sont perçues. Et c'est en ça qu'elle m'a beaucoup influencée aussi dans le fait qu'elle incarne beaucoup son discours. Et parce que c'est vraiment le personnel et politique, donc elle parle de ça, elle part de ses expériences personnelles, de ses amis, de sa famille, pour analyser la société, pour parler de thèmes plus larges. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire dans mon podcast, en fait. Je pars souvent de mon expérience personnelle ou de celle de ma famille pour aussi que les personnes elles puissent s'identifier et qu'elles se rendent compte qu'en fait, c'est dans nos vies quotidiennes, en fait. C'est dans nos vies de tous les jours, dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on voit, la moindre... émotions qu'on peut avoir, les moindres violences du quotidien, c'est important et il faut en parler. Et ça a un nom, ça fait partie d'un système, c'est important d'en parler, quoi. Quand tu fais un sujet sur la Nouvelle-Calédonie, comment tu présentes la Nouvelle-Calédonie ? C'est-à-dire... Quand tu es à l'école, enfin par rapport à tes études, et que tu dois présenter, introduire et parler de la Nouvelle-Calédonie, comment tu la présentes au début ? C'est-à-dire, tu commences par quoi quand tu parles de la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que tu as envie d'en parler géographiquement, où elle est située ? Est-ce que tu as envie de parler de comment elle est constituée ? Est-ce que tu as envie de parler de comment elle est devenue française ? Qu'est-ce qui te porte le plus ? Ce qui me porte le plus, je pense que ce serait sa situation politique. Géographiquement aussi, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte qu'on est aussi loin. D'ailleurs, ils nous mettent souvent dans l'océan Indien, je ne sais pas pourquoi. Donc, dis-nous où elle est, explique-nous. Du coup, elle est dans le Pacifique Sud, en dessous de l'Australie. C'est-à-dire que quand on part d'ici à une certaine heure et qu'on va là-bas, on passe un jour, le jour d'avant et à une heure différente. Je crois que Maccabi a 9 heures d'avance sur la France. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça assez incroyable par rapport à mon travail, quand je préparais des déplacements, et je me dis qu'on arrive au jour d'avant à une... Ouais. Donc c'est assez... et c'est vrai que souvent les gens ici ne se rendent pas compte, et ils font des... Enfin, il y a eu des reproches de fait certaines fois sur des députés des territoires, soit sur le prix des déplacements, soit sur les déplacements, soit sur le fait qu'ils ne puissent pas être tout le temps là, sans prendre en considération que quand tu habites en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas à côté. Et puis quand même, quand tu habites en Guyane ou même en Guadeloupe, en Guadeloupe-Martinique, c'est quand même 8 heures, il y a un décalage horaire, etc. Et que les territoires portent le nom d'outre-mer, parce que c'est un grand saladier où on a mis, on va dire, voilà, là, il y a les outre-mer, mais géographiquement, c'est pas tout près. En même temps, c'est pas si loin, mais en même temps, c'est pas tout près. Et donc, quand toi, tu la présentes, tu dis que tu as envie de parler de la politique. Pourquoi de la politique ? De la politique, plutôt, je parle souvent de la colonisation et des réalités post-coloniales qu'il peut avoir, même si quand tu dis colonisation, tout de suite, c'est un gros mot pour les gens. Et quelles sont les réalités post-coloniales ? Je pense déjà les inégalités qui continuent d'exister, les stigmatisations, les représentations. Moi, je vois souvent ça. Qu'on a une certaine idée de la communauté kanak ou des autres communautés. En fait, chaque communauté, elle porte son lot de stigmatisation, de discrimination. Et les inégalités à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, entre qui et qui ? Entre le peuple autochtone, peuple premier, on va dire, et ceux qui sont arrivés. Donc, il y a de grosses inégalités. Oui, il y a de grosses inégalités, et entre communautés même, parce que c'est pareil, la communauté
polynésiennes aussi souffrent aussi d'inégalités. Et même entre descendants d'Européens, il y a des inégalités parce que c'est comme dans les autres territoires où il y a eu des grandes familles, des plus petites familles, des comptoirs coloniaux, enfin déjà des empires commerciaux, et aussi plus les expatriés qui arrivent et qui souvent bénéficient de pas mal de privilèges, notamment d'indexation. Ouais. Je pense que tous nos territoires, on a un petit peu ce souci. Et ici, dans les médias, on ne parle pas de ça. Non, on ne parle pas de ce phénomène, alors que c'est quand même, en tout cas, nous, j'ai l'impression qu'on en souffre pas mal. Et ici, quand tu as accès à une information sur la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que tu entends dans les médias en général ? J'avoue que quand je vois l'actualité dans les médias nationaux de la Nouvelle-Calédonie, je lis pas souvent. J'ai pas envie de lire, sauf des fois Mediapart ou Le Monde, j'aime bien comment ils traitent l'info. Mais c'est vrai que j'évite de lire. Pardon. La question, c'était comment est-ce que c'est perçu ? Voilà. C'est vrai que c'est souvent, on parle de nous que s'il y a des actualités négatives, soit les cyclones, et encore pas trop pour la Nouvelle-Calédonie, mais surtout quand il y a eu ce qu'on appelle les émeutes, ou quand il y avait eu les événements, on parle tout de suite de la Nouvelle-Calédonie. Ça nous stigmatise aussi un peu parce que c'est tout de suite, déjà vu comment l'information est traitée, t'entends pas mal de choses sur le fait qu'on a un territoire violent, et du coup qu'on est violent, mais on questionne jamais les raisons de cette violence, et même chez nous, et encore là, je sens... ce que je vais dire, ce que je suis en train de dire, certaines personnes vont penser que... la situation est assez compliquée, vont penser que je justifie certaines choses, ou voilà. Je me suis perdue. Non, vas-y, continue. C'est-à-dire que tu penses que très souvent, donc, quand les médias s'approprient le sujet de la Nouvelle-Calédonie, c'est pour parler des émeutes. Donc, les Calédoniens sont stigmatisés. On parle de violence, donc on dit qu'ils sont violents, mais il n'y a pas de détails suffisamment précis, assez souvent, puisqu'il y a certains médias qui en parlent, surtout les médias papier, où on peut trouver des informations assez poussées, des documentées, mais très souvent dans les médias, on va dire télé, on va parler de la violence, mais on ne va pas parler précisément des raisons de cette violence. C'est ce que tu... Oui, c'est traité assez superficiellement, ou en tout cas d'un certain biais, d'une personne qui ne connaît pas vraiment la situation, ou l'histoire même du pays. Mais même chez nous aussi, je veux dire, le fait qu'il y a beaucoup de tabous et compagnie, notre histoire, déjà, on ne l'a pas vraiment entre les mains. On ne l'apprend pas à l'école, vous ne l'apprenez pas Ça commence, mais même au niveau national, il y a des choses qui se sont passées, notamment dans les années 80, avec ce qu'on appelle encore les événements. Déjà, il faudrait qu'on trouve enfin un nom pour nommer ça, et qui sont scellés, donc sous archives, et qu'on aura seulement certaines dans 50 ans ou d'autres dans 20 ans, quoi. Comme ce qui s'est passé en Algérie avec les archives nationales. Donc, même nous, notre histoire, en fait, on ne la possède pas. Donc, comment posséder son présent ? Comment parler librement de ce qui se passe et de débattre librement de ce qui se passe en fait actuellement. C'est un petit peu ça le souci, moi j'ai l'impression qu'on a chez nous. Et là par exemple, je sais que ce que je fais actuellement ici à Paris avec mon podcast et les prises de parole que je peux avoir, je sais pas si je les aurais en Nouvelle-Calédonie, si je me sentirais aussi libre en fait de les avoir. Parce qu'il y a beaucoup de tabous entre nous, et même de parler d'indépendance ou d'être loyaliste, c'est pas possible de parler de ça. Tout de suite, on rentre, c'est comme si on rentrait dans un conflit, ou que dire que tu es indépendantiste, c'est condamné tout de suite. Parce que même au niveau national, c'est associé à du terrorisme. La République n'aime pas, elle est indivisible, donc elle n'aime pas tout ce qui peut ressembler à de la sécession, ou voilà. Et chez nous, c'est pareil. Et pareil, si tu es loyaliste dans un endroit où il y a majoritairement des indépendantistes, ça passe tout de suite pas bien, il y a de l'hostilité et tout. Donc, comment débattre, en fait, comment avancer et parler de ce qu'on appelle le destin commun, alors que tout ça, c'est pas mis à plat. Il n'y a pas de débat dessus, de discussion. Donc, comment faire consensus s'il n'y a même pas de conciliation, il n'y a pas de débat. Pourtant, le débat est fait pour ne pas se battre. Donc, est-ce que tu as l'impression que le débat serait plus facile ici, à Paris, en Hexagone, que là-bas, en Nouvelle-Calédonie ? Pour moi, j'ai l'impression que...
Ça dépend avec qui, mais j'ai l'impression que oui, tu te sens un peu plus libre ici de parler de tes convictions politiques, parce que déjà, tu es plus loin du territoire, tu n'es pas dans le même environnement. Donc, tu te sens tout de suite un peu plus libre. Donc, les conséquences d'en parler en Nouvelle-Calédonie, ça serait quoi? Ça serait professionnellement, ça peut avoir des conséquences sur ta famille Je pense que professionnellement, ouais. Et je sais qu'il y avait une journaliste d'ailleurs de Nouvelle-Calédonie qui avait été critiquée pour avoir dit quelque chose qui semblait être indépendantiste et qui avait eu pas mal de... Je ne sais pas si elle avait eu des retombées professionnelles, mais bon, au niveau de l'opinion publique, elle avait été un petit peu condamnée. Donc oui, c'est des choses... Et juste parfois parler, par exemple, de colonisation, tout de suite, on va te mettre dans ce camp indépendantiste. Ou parler des inégalités ou des discriminations que peut avoir la communauté kanak, t'es indépendantiste. Enfin, tu vois, c'est... Tout de suite... le débat est coupé, en fait. Alors, quand tu intègres cette école de journalisme, est-ce que tu arrives à, certaines fois, porter ce type de sujet? Parler essayer de parler de la colonisation, comment s'est construite la Nouvelle-Calédonie, des événements des différents événements qui se sont produits en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu arrives dans ton école de journalisme à traiter ces sujets en cours ou sur des travaux? Je ne l'ai pas encore vraiment fait, mais je sais que mes camarades et même mes professeurs sont assez ouverts à cette idée, parce qu'en vrai... il y a de plus en plus d'intérêt en fait qui est fait aux Outre-mer et de toute façon c'est toujours bien vu en fait dans le journalisme de parler de choses qui sont marginalisées et peu traitées. Donc eux ils t'accompagnent, ils sont d'accord avec ça. Alors je sais aussi que tu es alternante, donc tu es sur un média. Est-ce que sur ce média tu arrives aussi à distiller un petit peu des informations, à parler, à proposer qu'on parle de la Nouvelle-Calédonie? J'essaye. Il faut essayer. Ça passe faut continuer parfois, mais c'est vrai que malheureusement au niveau national, en fait, les ultramarins, nous l'outre-mer, on est encore vus comme des territoires marginaux dans le sens où ça représentera jamais l'universalité ou le national, alors que on nous répète sans cesse qu'on est français. Donc normalement, nos sujets sont des sujets nationaux. Mais ça l'est pas encore dans les esprits des gens et ils se rendent pas en fait compte. Mais aujourd'hui, on a quand même des journalistes qui sont sur des médias très importants, qui sont des Outre-mer. Est-ce que tu penses qu'en rédaction, en conférence de rédaction, ils ont du mal à parler d'un sujet ou à demander de parler d'un sujet au JT? Tu penses que c'est compliqué? Au JT, c'est vrai que si on passe au national, il faut vraiment que ce soit quelque chose de... Ah mais pourtant, il y a des sujets qui ne sont pas... et qu'on peut nous rabâcher toute la journée. Je veux dire, il y a des médias qui nous rabâchent des sujets toute la journée. Ce ne sont pas des sujets très importants. Et même, par exemple, je ne sais pas si je regarde le JT de France 2, je ne vois jamais, par exemple, un sujet outre-mer et tout. Ça va être très, 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 très rare, alors qu'ils aiment bien mettre des sujets en région et tout. Et je me dis, je ne comprends pas, on n'est pas une région aussi. Surtout les Antilles, la Réunion, c'est par exemple qui sont des départements. Enfin, pourquoi il n'y a pas des sujets tous les soirs aussi, sujets région dans les Outre-mer? Si tu as un message à faire passer, on va dire au rédacteur en chef des médias nationaux, qu'est-ce que tu ferais passer comme message? Je dirais que nos sujets sont nationaux. Nos sujets aussi doivent concerner tous les Français et les Français hexagonaux peuvent s'identifier à nos sujets ici. Il faut qu'ils arrivent enfin à s'identifier aussi à nous et parce qu'on fait partie de la même humanité en fait. Merci Canel d'avoir accepté cette conversation d'Anticausé. J'étais ravie d'échanger avec toi. Moi aussi, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi Ticosé et je vous retrouve très vite avec une personnalité tout aussi passionnante. Au revoir.